Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique du continent. Le continent qui vient de vivre la plus belle Coupe d'Afrique des Nations de football de son histoire, la 34e édition de la CAN, qui vient de s'achever en Côte d'Ivoire avec la victoire et le parcours exceptionnel des éléphants de Côte d'Ivoire. Que retenir de cette compétition? Quel impact sur l'économie du pays? Comment un événement sportif de cette envergure peut participer au développement d'un pays? Quelques éléments de réponse avec nos invités du jour. Mahama Koulibaly, expert en marketing sportif, membre du Comité national olympique de Côte d'Ivoire et aussi directeur de l'agence Sport Ivoire. Merci d'être avec nous. Ravi. Merci. Et avec nous ici en studio, son Excellence, M. Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Soumaro. Alors, messieurs, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations vient de s'achever. Quelles sont vos premières réactions, vos impressions sur cette CAN qu'on a voulu la plus belle de l'histoire? Alors, absolument formidable. D'emblée, on peut dire que c'est une Coupe d'Afrique qui a tenu toutes ses promesses, une Coupe d'Afrique de l'hospitalité, telle que l'a intitulé son Excellence le Président Alassane Ouattara. Et nous avons vu que l'hospitalité était au rendez-vous, la fraternité était au rendez-vous, l'organisation était excellente. On a eu quelques remarques par rapport au billet, mais globalement, à 99,9%, c'était excellent. Il y a eu beaucoup de supporters qui sont venus de différents pays. Il y avait une belle ambiance. Les Ivoiriens ont été fidèles à leur réputation pour l'ambiance, pour l'accueil. Et nous sommes très heureux d'avoir vécu ce beau moment en Côte d'Ivoire et surtout la victoire de nos amis des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont fait un parcours, comme vous l'avez si bien dit, exceptionnel, héroïque, parce qu'ils étaient déjà éliminés au premier tour quasiment. Et grâce à une volonté divine, ils sont sortis de cette poule et ils ont fait un parcours absolument formidable. Et le mérite leur revient entièrement parce qu'ils ont été vraiment capables de battre des équipes de renom. Je parle du Sénégal, du Mali, de l'Afrique du Sud, de la RDC. Donc ce ne sont pas des petites équipes, ce sont des grandes équipes qui ont permis d'avoir le titre. Et le titre revient de plein droit à la Côte d'Ivoire. On est très fiers de ce résultat. Et en tout cas, ils ont fait passer les Ivoiriens par beaucoup d'émotions. M. Mahama Koulibaly, vous êtes expert en marketing sportif. Quand vous regardez cette organisation, cette CAN, l'œil technique, comment vous l'appréciez aux premières réactions? Vraiment, je pense qu'on a été satisfait. Et vous savez, au niveau technique, au niveau du football principalement, il y a deux facteurs qui identifient la qualité de l'organisation. De façon technique, c'est la pelouse et les tribunes. Quand vous regardez la qualité de la pelouse, vous regardez les tribunes, on peut être vraiment satisfait. Ça, c'est de façon schématique. Mais de façon globale, on a tourné à plus de 2 milliards de téléspectateurs. On a eu en moyenne plus de 20 000 spectateurs au stade. On a eu un public de qualité. On a eu des sponsors qui sont bousculés. Et hors terrain, les fan zones étaient assez denses. Et je crois qu'on a eu près de 5 000 journalistes. Donc c'est vraiment une CAN historique organisée par la Côte d'Ivoire qui doit faire école en matière d'organisation d'événements sportifs. Et je pense que le pays de l'hospitalité s'est manifesté à travers cette CAN. Et sur le plan économique, je pense que les entreprises ont tiré avantage de leur investissement. Et on reviendra sur ce plan économique-là justement tout au long de cette émission. Mais déjà, quand on parle d'un événement sportif de cette envergure, on voit comment est-ce que les pays se battent, se challengent pour accueillir ces événements. Quel est l'intérêt, en fin de compte, pour ces pays de dépenser autant d'argent pour abriter ces compétitions? Vous savez, les grands événements sont des alibis de structuration des pays sur le plan infrastructurel, sur le plan promotion pays, c'est-à-dire tourisme, parce qu'aujourd'hui, le soft power, c'est le sport. Et vous constatez que nous n'avons pas d'infrastructure depuis plus de 60 ans. La CAN a permis de rattraper un peu le retard sur le Maroc. On a eu quand même 6 stades. On a pu profiter de ce stade pour réhabiliter des complexes hôteliers. On a pu avoir un regard international de haute dimension sur la Côte d'Ivoire. Donc indirectement, de façon macroéconomique, les activités de la Côte d'Ivoire vont connaître un boost, vont être boostées. Et c'est pour cela, au début de la CAN, il y a certaines personnes qui avaient souhaité une rentabilisation directe sur la CAN à travers les recettes qu'on pouvait avoir. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore les données. Je pense que la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus connus au monde grâce à cette Coupe d'Afrique. Donc, après, les grands économistes, je suis sûr qu'on aura beaucoup d'investisseurs ici. Ça va également créer une économie locale. Vous avez dû constater que en termes de merchandising, les maillots ont manqué.
il y a eu de la contrefaçon, il y a eu de l'imagination, il y a eu même une économie digitale qui s'est créée. Donc vraiment, c'était une CAN de l'histoire en termes de création de valeur et d'économie autour de cette activité. En termes de création de valeur, quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, vraiment qui avait besoin de ces infrastructures dans le cadre de son développement, on va dire, mais Excellence, le Royaume du Maroc, avec toutes ces infrastructures, son développement, pourquoi est-ce qu'un pays comme le Royaume du Maroc serait enclin à accueillir, à abriter ce genre d'événements? Tout d'abord, vous savez que le Maroc a investi dans les infrastructures globalement depuis plus de 20 ans maintenant, depuis l'avènement de Sa Majesté le roi Mohamed VI de l'Assiste. Des infrastructures majeures ont été développées au Maroc, les autoroutes, les trains à grande vitesse, les hôpitaux, les hôtels, les stades aussi. Il y a d'autres stades maintenant qui sont en train d'être refaits à neuf. Entièrement à Rabat et dans d'autres villes pour pouvoir être au rendez-vous de 2025 effectivement. Et tout ça concourt dans le développement, comme l'a dit monsieur à l'instant, dans le développement du pays et de projeter une image positive de ce pays à travers le monde, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, aujourd'hui ils la connaissent beaucoup mieux. Et ceux qui ne connaissent pas encore le Maroc le connaîtront également en 2025 à travers les activités non seulement sportives, mais également toutes les activités culturelles, économiques qui seront organisées autour de la CAN pour promouvoir l'image du pays et promouvoir la destination Maroc en tant que destination d'investissement et de développement. Mais justement, est-ce que ce genre d'événement profite réellement au tissu socio-économique de base? Vous parlez de culturel, de touristique. Est-ce que ça profite réellement? Oui, tout à fait. Parce que ce n'est pas dans la durée. Non, c'est tout à fait un vecteur de promotion du pays. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Je suis certain qu'après la CAN merveilleuse qu'on a vécue, il y aura des retombées non seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme, parce qu'on montre que le pays a atteint un certain niveau de développement, parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas la Côte d'Ivoire. Ils pensaient que c'était un pays, disons, en développement, surtout après les événements de 2010. Et tout ce qui a été fait depuis 2010-2011 à maintenant est venu être couronné par cette Coupe d'Afrique des Nations qui a montré les infrastructures, montré le pont de la baie de Cocody, montré les routes, montré le développement des hôtels, etc. Tout ce qui s'est fait autour de la ville d'Abidjan et d'ailleurs, et qui montre que la Côte d'Ivoire a atteint un nouveau palier dans son développement. Et on souhaite bien évidemment que ce développement continue dans les années à venir. Mais pour le Maroc, nous avons atteint un certain niveau de développement. Nous avons 2025, la Coupe d'Afrique, mais aussi 2030, la Coupe du Monde, avec la co-organisation avec l'Espagne et le Portugal. Vous savez, nous avons postulé à l'organisation de la Coupe du Monde depuis très très longtemps, depuis les années 90. On n'a pas été retenu pour diverses raisons, mais nous avons fait, sous l'égide de notre souverain, comme si nous avions été retenus. Donc nous avons fait les efforts qu'il fallait pour répondre de façon avantageuse au cahier des charges. Parce que vous savez, les grandes instances du football international, que ce soit la FIFA ou la CAF, ont un cahier des charges très précis par rapport aux unités hôtelières, par rapport aux routes, par rapport aux télécommunications, par rapport à la santé, par rapport à la sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée, etc., pour pouvoir sécuriser tout cet événement avec des millions de personnes qui viennent. Donc tous ces événements, tous ces éléments ont été préparés depuis de longues dates. On a organisé beaucoup d'événements importants au Maroc depuis un certain nombre d'années. Chacun d'entre eux a été couronné de succès. Et aujourd'hui, nous avons la CAN 2025 et en 2030, Inch'Allah, la Coupe du Monde avec nos frères et amis du Portugal et de l'Espagne. Alors, ça sera encore une très belle fête. Alors, quand on regarde, quand on voit tous ces coûts, ces montants énormes qui sont investis dans ces infrastructures, est-ce qu'on peut dire que ces événements sportifs sont rentables à court terme ou c'est plutôt dans le long terme que ces investissements se positionnent? Écoutez, il y a d'abord la rentabilité à moyen et long terme. Il y a ce que j'appelle la rentabilité immatérielle. Parce qu'un investissement d'une infrastructure, vous savez très bien, une durée de vie d'une infrastructure, c'est plus de 50 ans. On a vu des pays qui ont des stades de plus de 50 ans qui tiennent encore la route, mais ça a permis de structurer des environnements. Parce que c'est un véhicule. C'est-à-dire que l'organisation de cette compétition, la construction des infrastructures, c'est un véhicule du développement des villes. Vous avez dû constater du tourisme interne. Il y a certains Ivoiriens qui ne connaissaient pas Korogo, San Pedro, qui ont dû se déplacer. Donc ça va créer une économie, ça va créer un déplacement des populations, une installation et un commerce interne qui permettra de répondre à votre question, de dire que l'économie locale va en profiter. Mais au-delà de cela, c'est, je dirais, la rentabilité ne va pas se voir maintenant. Mais le fait de voir un pays qui a ce niveau d'investissement avec la mondialisation, vous constaterez que la Côte d'Ivoire va prendre un bond
en termes de capacité de mobilisation des ressources financières pour son développement, je vais dire structurel, et son développement économique et social. Donc, plus, vous savez très bien, lorsque des personnes ont beaucoup de moyens, il y a aussi le social qu'il faut développer. Aujourd'hui, avec cette CAN, on a constaté qu'il y avait des égalités à mettre en place, des zones à développer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu peut-être 6 stades, mais demain, peut-être qu'il y aura des stades à Mans, à l'Est, pour que de façon globale, on puisse le faire. On a constaté, par rapport à cette CAN, la nécessité d'avoir du transport aérien sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment un véhicule de développement, parce que les résultats d'un développement étatique, on n'attend pas automatiquement des retours sur investissement. Aux acteurs, aux opérateurs locaux, et aux opérateurs internationaux de venir, savoir que la Côte d'Ivoire, il y a à manger et à boire, il y a à investir. Je pense que le Maroc le sait très bien avec tout ce qu'ils ont pu faire comme investissement ici. Et je pense que la CAN a été un bon moyen pour que la Côte d'Ivoire puisse développer son économie localement et au niveau international. Alors je retiens un terme que vous avez utilisé, c'est une occasion de dire « venez voir ». Donc est-ce qu'on peut dire que ces événements sportifs sont une carte de visite, une ouverture pour ces pays pour dire aux investisseurs au monde entier « voici ce dont on est capable ». Venez investir. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire avec tout ce qui a été réalisé dans ce pays. La CAN a été une opportunité formidable pour dire aux investisseurs, voici ce que nous avons réalisé avec les fonds que vous nous avez donnés et nous prévoyons encore de nouvelles choses. Si vous nous faites confiance, on pourra faire mieux. Absolument, c'est une façon de montrer le pays, les capacités du pays, mais aussi projeter le pays dans l'avenir pour montrer comment on peut encore développer le pays au-delà d'un événement sportif spécifique. Mais la politique du pays a réussi à monter un événement international de cette envergure, ça veut dire qu'on peut faire encore plus à l'avenir. Et donc, pour ce qui est du Maroc, pour y revenir, donc nous avons développé une infrastructure exceptionnelle en Afrique en particulier, près de 2000 km d'autoroute, 500 km de TGV et demain ça va être plus de 800. Donc on est en train de faire Marrakech-Agadir, enfin qui va être lancé, donc du nord au sud, mais ça ira beaucoup plus loin jusqu'à nos provinces du sud du Maroc. Et donc on est en train de développer une infrastructure exceptionnelle en Afrique pour pouvoir répondre à ces besoins-là, pour les événements sportifs, mais également pour que le développement global du pays, parce que n'oubliez pas que des investissements comme ça donc ont un effet multiplicateur, non seulement sur les petites et moyennes entreprises, sur les grandes entreprises, et aussi les grandes entreprises multinationales qui investissent dans notre pays et qui y croient. Et on démontre à la face du monde, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Maroc, qu'un pays avance bien, qu'il est bien géré, que la sécurité est assurée, que les stades sont au niveau international, que les populations sont en sécurité et que tout avance comme il faut. Donc c'est une façon de montrer le niveau de réussite du pays en termes de développement, mais aussi projeter ce pays dans l'avenir avec d'autres opportunités qui viendront le jour. On a la chance d'avoir 2025 et 2030, donc on a plusieurs années devant nous de travail acharné pour effectivement dépasser un autre palier du développement qu'a connu mon pays depuis l'avènement de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Alors je rappelle que déjà en 1988, le Maroc a eu à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on organise ce genre d'événement, il y a les stades, ces infrastructures qu'on met en place et généralement, on voit dans certains pays d'Afrique, on l'a vu par exemple au Congo et dans d'autres pays, il y a ce manque d'entretien des infrastructures pour la suite. Au Maroc, comment est-ce que vous avez réussi à faire cette transition ? Alors tout d'abord, nous avons un championnat national qui est très développé. Nous avons beaucoup d'équipes, nous avons des équipes dans les plus grandes villes du Maroc, donc qui jouent, et même des villes secondaires qui aujourd'hui sont en première division. Donc nous avons un championnat très, très actif. Toutes les semaines, il y a des matchs dans les différents stades. Nous avons une politique donc de l'État qui permet l'entretien et le développement de tous ces stades. Et il ne s'agit pas de construire un éléphant blanc, comme on dit, et de le laisser... non, c'est pas une politique comme ça. Donc les équipes jouent dans les stades, le public vient au stade. Donc il y a un championnat vivant, comme on peut le voir en Espagne, en Europe ou ailleurs. Donc il y a une activité soutenue dans tous les stades. Et les stades qui ne sont plus aux normes, aujourd'hui, vont être refaits à neuf pour le 2025. Donc je parle en particulier du stade de Rabat qui a été rasé intégralement, qui va être construit et qui sera prêt pour 2025. Alors, chez Mahama Koulibaly, en Côte d'Ivoire, 6 nouveaux stades, on va le dire, 5 nouveaux stades. Ouais. On a le fameux stade olympique d'Ebempe. Est-ce que vous pensez qu'en termes d'entretien des infrastructures, on pourra tenir dans le temps ?
Oui, on est obligé parce qu'il ne faut pas laisser mourir ces infrastructures. Il faut innover, il faut avoir de l'imagination, des propositions assez concrètes. Je pense que la politique d'héritage a bien commencé avant. L'État et le COCAN et la primature sont en train d'y travailler. Mais il y a des pistes de solutions. Déjà, ce que moi je propose, déjà, il faut que l'État fasse un plan sur 3 ans de provision et de prévision pour pouvoir entretenir les stades, parce qu'il ne faut pas se mettre à se poser des questions maintenant, parce que c'est maintenant qu'on est en train d'acquérir un savoir-faire en gestion d'infrastructures. Ça, c'est la première proposition qu'il fait. La seconde proposition, il faut pouvoir créer, à mon humble avis, des champions locaux qui vont être capables de ces différentes zones-là d'être des vrais je veux dire leader, chef de ces clubs. Parce qu'un club qui attendrait que la subvention de la fédération n'aura pas la capacité de pouvoir gérer un stade. Et donc, je suis assez franc là-dessus. Donc, il faut pousser à ce qu'il y ait des économies locales et qu'on puisse avoir une vraie économie du sport dans ces régions qui va amener à ce que ces stadiums soient utilisés. Il y a aussi la multifonctionnalité des stades. Donc c'est une expertise qu'il faut développer pour qu'on soit capable d'allier des activités sportives, culturelles, artistiques ou religieuses, mais de façon assez normée, pour que ces stades-là puissent être utilisés de façon permanente et de façon, je veux dire, efficace. N'oublions pas également le partage de savoir, parce que quand on a observé cette Coupe d'Afrique, on a vu une grande expertise de la CAF. Je pense qu'il ne faut pas chercher loin. Ceux qui savent faire le travail de façon efficace, il est nécessaire de se rapprocher de la CAF et de la FIFA pour que nos acteurs, parce qu'il y a eu quand même 20 000 bénévoles à peu près qui ont participé, pas mal d'expertises qui sont mises en place. Il faut renforcer le savoir-faire, la capacité à gérer ces stades-là. Et ensuite, il faut imaginer une gestion en PPP, partenariat public-privé de ces infrastructures, pour qu'on puisse passer à une gestion très efficiente de ces infrastructures pour sortir du laxisme qui finit par détériorer ces stadiums-là en termes de qualité d'expertise. Je pense qu'il y a le Maroc qui est là, qui a une longueur d'avance sur nous. Il faut avoir l'humilité de développer la coopération avec le Maroc pour que nos stades puissent avoir une vie, parce qu'au Maghreb, que ce soit au Maroc, en Égypte ou en Algérie, et également en Afrique du Sud, il y a une expérience de la gestion de ces stades après des compétitions. Ayons l'humilité d'aller vers ces structures. Et puis, mettons en place des écoles de formation pour que les jeunes générations puissent avoir cette expertise et que l'économie du sport en Côte d'Ivoire soit une réalité dans toute sa dimension. Une économie partagée dans toute sa dimension. Alors, on a vu aussi que c'était vraiment la valeur de solidarité. La Côte d'Ivoire a eu à faciliter en tout cas l'accès au pays à de nombreuses personnes. C'est pratiquement 1 500 000 nouvelles personnes qui sont venues sur le territoire ivoirien pour vivre cette compétition. Ça, ce sont les chiffres officiels. Il y a ceux qui sont venus par bus et autres. Alors, on sait que ce genre d'événement s'appuie aussi sur l'efficience des diplomates à l'étranger pour faciliter l'arrivée de ces délégations, la logistique, tout et tout. Comment impliquer réellement les diplomates à la réussite de ce genre d'événement ? C'est d'abord l'aspect administratif pour les visas et tout ce qui s'ensuit, pour assister nos compatriotes. Par exemple, nous avons déployé un consulat mobile à San Pedro pour assister les spectateurs marocains qui sont venus du Maroc pour soutenir les Lions de l'Atlas. Mais au-delà de ça, sur le plan économique, il faudrait avoir des activités économiques avant les événements sportifs dans les différentes ambassades, dans les pays cibles éventuellement, pour pouvoir promouvoir la destination, pour attirer encore plus de monde dans les pays. C'est une idée, c'est une suggestion que je fais ici, mais je pense que c'est très intéressant de promouvoir le pays avant l'événement, avec des tables rondes sur les différentes infrastructures, qu'est-ce qu'on peut attendre de la visite du pays, pour que les gens prennent conscience de l'importance de cet événement, au-delà de l'aspect sportif, parce qu'il y a non seulement l'aspect sportif, mais l'aspect touristique, l'aspect culturel, l'aspect gastronomique et autres. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à voir au Maroc en particulier, comme en Côte d'Ivoire également, mais il s'agit de promouvoir en amont et peut-être faire un suivi en aval pour dire voilà comment ça s'est fait, faire un bilan de l'activité et que les diplomates puissent donc promouvoir l'image qui a été acquise après l'événement, avant l'événement et après l'événement. Donc je pense que c'est bien. Maintenant, par rapport au développement
des activités, on peut aussi les faire, comme on a vu notre ami ministre du Transport qui a organisé un événement sur l'investissement à Boaké. Donc une bonne initiative qui a montré aux gens présents à Boaké ou d'autres comment on peut faire la promotion de la ville, quelles sont les opportunités dans la ville de Boaké. Je crois savoir qu'il y a eu d'autres événements similaires dans d'autres villes, mais c'est celui qui vient à l'esprit, mais c'est ça une bonne chose. Donc permettre aux gens de venir, non seulement regarder le football, mais aussi prendre conscience de l'environnement dans lequel ils sont et des opportunités qui peuvent s'y présenter. Alors monsieur, quand on parle comme ça de ces événements sportifs pour ces pays, en tout cas à vous entendre, on ne voit que le côté bénéfique. Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelques inconvénients, un aspect négatif à organiser ce genre d'événement? Je veux parler côté environnemental, côté climatique, ou s'il y a des aspects qu'il y a à améliorer. Quand on regarde par exemple cette formidable Coupe d'Afrique qui vient de se tenir en Côte d'Ivoire. Je pense que peut-être qu'un événement sportif peut peut-être cacher des problèmes de ce type dans les pays. Et peut-être que c'est ce que des activistes peuvent dire que, écoutez, on organise un événement où là, il y a une grande pollution, mais au contraire, ce sont des alibis pour pouvoir regarder ce genre de situation et les corriger. Je ne vois pas vraiment d'éléments négatifs. Peut-être, on peut avoir des problèmes économiques, c'est-à-dire un déficit tellement important, tellement inimaginable, et que faire un événement sportif peut être un peu inapproprié. C'est peut-être ça, mais dans tous les cas, il faut partir de quelque part pour pouvoir faire face aux problématiques que nous connaissons, parce qu'il y a cette anecdote qui montre que aux États-Unis, dans un environnement où tout le monde était agriculteur, celui qui a été capable de raser son terrain de champ de maïs pour construire son terrain de baseball a été celui qui a développé la ville, parce que tout le monde s'est déplacé pour venir prendre du plaisir dans l'environnement au lieu d'être en train de travailler avec beaucoup de stress. Donc c'est pour dire que le sport précède le développement et les grands événements également. Et allier en tout cas écologie, parce que beaucoup de touristes dans un laps de temps sur un territoire, beaucoup de trafic, de transport. Tout événement humain, quel qu'il soit, même les COP, les différentes COP que nous voyons tous les ans, déplacent des milliers de personnes, des experts de par le monde. Tous ces gens-là viennent en avion, consomment dans les hôtels, dans les restaurants, etc. Il y a un événement. Quel que soit l'événement, il y a une empreinte carbone, on va dire. Maintenant, il s'agit de la minimiser à travers des mesures concrètes. Je pense que la Côte d'Ivoire a pris quelques mesures et je pense qu'au Maroc, on est en train d'y penser également sérieusement, sachant que d'ici 2030, plus de 50% de notre mix énergétique sera d'énergie renouvelable au Maroc. Donc nous avons pris les devants parmi les premiers pays d'Afrique, si ce n'est le premier pays d'Afrique, à ce niveau-là, pour que l'empreinte carbone de ces événements, la consommation électrique en particulier, soit réduite au minimum au niveau de l'empreinte carbone. Donc on avance, il y a aussi tous les déchets, etc. Donc il y a tout un travail qui est en train d'être fait. Mais comme je l'ai dit, dans toute manifestation humaine, il y a des déchets, il y a des retombées à ce niveau-là. Il s'agit de les optimiser avec les moyens technologiques modernes. Alors messieurs, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Si je dois vous laisser la parole, une minute chacun, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette CAN 2023 et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour l'avenir? Parce que là, ce n'est pas la fin, c'est le début. La Côte d'Ivoire vient de se positionner. Il y aura d'autres grands rendez-vous après. Moi, je pourrais dire déjà merci au chef de l'État. Je retiens une chose, j'ai eu la chance d'avoir été pionnier de la mise en place de ce projet et ça veut dire qu'il y a une capacité locale de planifier des projets et d'en faire une réalité. Donc ça, c'est un point positif qu'il faut. L'autre élément qu'il faut voir, il faut se projeter sur l'avenir pour dire si on a été capable d'organiser une CAN de cette dimension, il va falloir qu'on puisse optimiser ce savoir-faire à tous les secteurs de la Côte d'Ivoire et principalement dans le domaine du sport et qu'on arrive de façon très simple à optimiser la gestion de ces infrastructures pour que l'industrie du sport en Côte d'Ivoire soit une réalité et que le sport continue d'être un soft power pour la Côte d'Ivoire en matière de coopération internationale et que grâce au sport, la lutte contre le chômage, l'occupation saine de la jeunesse, la création de valeurs soit une réalité, que la Côte d'Ivoire puisse endiguer quelques fléaux, des bonnes habitudes, comme a dit, excellence en matière de gestion de l'environnement, que le sport puisse servir au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de façon générale. Le sport servir au développement, excellence. 2025, le Maroc accueille la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu en Côte d'Ivoire, le président l'a dit, c'était la plus belle Coupe d'Afrique des Nations
Qu'est-ce que le Maroc nous promet pour 2025 et quel message vous avez à l'endroit à tout le continent africain pour cette CAN? D'abord, j'aimerais adresser un vibrant hommage à Son Excellence le Président de la République pour la réussite de cette CAN de l'hospitalité et à tous les frères ivoiriens et ivoiriennes qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cet événement soit la belle réussite que nous avons connue. La Côte d'Ivoire a réussi une très très belle Coupe d'Afrique, la meilleure de l'histoire, tout le monde le dit. Mais le Maroc vous promet des surprises. Je ne peux pas tout dévoiler aujourd'hui, d'ailleurs parce que c'est encore en cours de réflexion. Mais je pense que nous savons faire, nous l'avons déjà fait. Il y aura de très belles surprises et j'invite tous nos frères africains et ivoiriens à venir en 2025 non seulement encourager les champions en titre, mais aussi découvrir le Maroc et découvrir toutes les belles choses qui seront proposées au public africain. Il faut faire confiance à l'Afrique. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Nous l'avons vu, nous avons vu la renaissance de l'équipe ivoirienne, nous avons vu le parcours formidable et je pense qu'ensemble, si on est unis, on travaille tous ensemble dans la bonne volonté et la bonne intelligence entre nous, on va y réussir. L'Afrique montre à la face du monde, à travers cette Coupe d'Afrique, qu'elle a fait un pas en avant. Et d'autres pays viendront par la suite montrer que l'Afrique avance. L'Afrique n'est plus un mythe ou une promesse, mais une réalité. L'Afrique avance fièrement et Médien est content et toujours fier de participer à ce mouvement, à cette avancée. Messieurs, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir contribué aussi joliment sur les avantages des événements sportifs sur le développement économique du continent. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.medientv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes. Merci beaucoup.